lelo Kongo monene, lelo vrema tomoni na miso, na ndenge mboka Kongo ebongi. Bandeko na ngai, oyamba lelo losako na ngai, mpona unité oya Kongo, tolanda mibeko mya Lumumba, ya Kisasa na Bwassa toyokana. Bonjour et bienvenue à tous donc dans votre nouvelle émission, donc Voir l'Afrique avec les yeux du futur, numéro 5, qui après la dernière sur le projet Transaqua et le développement du bassin du lac Tchad, va aujourd'hui être exclusivement consacré au Mali. Au Mali et particulièrement au projet dit des lacs Faguibine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord passer un extrait d'une vidéo que j'avais fait le 21 janvier 2003, donc qui parle déjà de ce projet et qui montre que notre intérêt pour la région, pour le développement du Mali, ne date pas d'hier. Et donc je vous laisse d'abord écouter ces 3 minutes d'extrait de cette vidéo. Dans quelques heures, exactement à 0 heure du 1er juillet 1962, la République du Mali disposera de sa monnaie nationale. Mes chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont donc à dire vrai que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Ce discours fut prononcé par Modibo Keïta, le premier président malien le 30 juin 1962. Mais à cela avait précédé la création d'une vraie armée républicaine, loin des accords secrets que passait la France alors avec ses anciennes colonies. Malheureusement, quelques années plus tard, ce projet échoua et le Mali retomba sous la coupe du franc CFA et de la France-Afrique. Et malheureusement, c'est ce qui a engendré la situation actuelle tragique, c'est-à-dire l'invasion du nord du pays par des djihadistes fanatisés et financés par le Qatar. Mais le présent, ce n'est pas le futur. Et aujourd'hui, nous devons regarder le bourbier malien du point de vue du futur. Comme l'a déclaré Jacques Cheminade, nous devons tout particulièrement aider à mettre en place une politique de l'eau rétablissant le fonctionnement des 5 lacs Figibine du delta intérieur du Niger. Ce système, dit Figibine, est constitué de 5 lacs interconnectés, se trouvant au nord du Mali, à l'est de Tombouctou. Or, comme dans toute cette région, l'avancée du désert, la faible pluviométrie, l'ensablement, l'évaporation des eaux engendrent une impossibilité pour les populations de survivre. Et on a vu encore dernièrement dans cette région des émeutes de la faim. Un projet des années 1980 avait pourtant proposé l'aménagement et l'irrigation de près d'1 million d'hectares de surface cultivable pour faire du Mali le grenier à riz de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais ce projet n'a jamais été réalisé. Si l'on prend par exemple le barrage de Sélingué, qui a été créé en 1980 à 140 km au sud de Bamako, à la frontière guinéenne, il a permis de développer un lac de retenue de 400 km², permettant aux populations de vivre de la pêche. Si donc nous développons le delta intérieur du Niger et que nous ajoutons à cela le projet de faire une révolution bleue en recréant une mer intérieure dans les chôtes tunisiens et algériens, une revitalisation du lac Tchad, la construction de grands barrages hydroélectriques sur le Nil bleu en Éthiopie, le développement de l'ensemble du bassin du Congo, en par exemple créant un pont entre Kinshasa et Brazzaville, nous pourrons enfin sortir l'Afrique de tous ces problèmes fondamentaux, à savoir le manque de nourriture, le manque d'eau et d'énergie, en un mot, le manque de dignité. Il n'y aura pas de paix sans développement. Il n'y aura pas de développement sans projet. Il n'y aura pas de projet sans des hommes et des femmes pour les porter. Donc, atteindre la dignité par le développement. Voilà les propos que je tenais à l'époque et je dirais qu'ils sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le projet dit des lacs Faguibine ? Le système Faguibine a pour but de créer les conditions d'irrigation et de mise en place d'une agriculture moderne, justement menée dans cette région par l'Office du Niger. Donc, ce projet avait déjà été pensé en 1932, donc ça remonte, mais évidemment à l'époque sous l'emprise d'une idéologie
colonialiste et pas forcément dans l'intérêt des peuples de la région, mais plus pour nourrir la mère patrie, comme on disait à l'époque. Donc, ce projet avait pour but de faire du Mali tout simplement le grenier alimentaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que l'intérêt particulier du projet, c'est d'arrêter la progression du désert, comme dans le cas du lac Tchad d'ailleurs, puisque les luttes exacerbées entre les Touaregs du nord et les populations maliennes du sud sont souvent présentées comme des luttes ethniques, mais présentées comme des luttes ethniques d'un point de vue occidental, ce n'est pas le cas, malheureusement. C'est la progression du désert qui oblige les populations du nord à chercher leur subsistance en migrant vers le sud souvent, ce qui alimente les conflits entre éleveurs, transhumants, agriculteurs, pêcheurs, sédentaires et nomades. Voilà la réalité, le manque de développement. Donc la très forte baisse de pluviométrie, l'avancée du désert, l'ensablement, l'évaporation des eaux ont bouleversé le paysage agro-pastoral et posent un problème sérieux de survie pour les populations locales. S'ajoutent à cela, bien sûr, les problèmes liés à l'éducation, le taux d'analphabétisme très répandu, le manque de qualification des élus locaux et évidemment, pendant très longtemps, l'effondrement des structures de l'État, justement, qui étaient soumis au néocolonialisme et donc pas à la possibilité de développer leur pays, de mettre en place un État fort avec une économie planifiée et surtout les moyens souverains, monétaires, comme vous l'avez entendu dans la citation de Modibo Keïta. Alors, c'est dans le contexte actuel de ce qui s'est passé au Mali ces derniers temps, avec les révolutions populaires, justement, qui ont mis fin au néocolonialisme, qui ont mis fin à la France-Afrique, qui ont mis fin aux accords de coopération militaire et bientôt probablement aux accords de coopération économique par la sortie du franc CFA, qu'il faut regarder le projet du système Fagibine. En fait, c'est un projet qui réunit 5 lacs interconnectés, donc dans la partie centrale du Mali, je les cite, Télé, Takara, Goubert, Kamango et bien entendu le lac Fagibine. Donc ce système recouvre une superficie de 80 000 hectares à 150 km à l'est de Tombouctou. Donc autrefois, il constituait une véritable mer intérieure, très poissonneuse, avec des ressources en eau souterraine très importantes, mais les conditions climatiques ont donc changé. Le système Fagibine ne peut cependant pas être considéré à une échelle locale, car il fait partie du bassin du Niger, et une étude d'il y a quelques années de l'UNESCO et de l'Institut de recherche et de développement, qui reste bien en deçà des impératifs et des nécessités au niveau du développement infrastructurel, mais représente une bonne approche sur cette question. Donc, le fleuve Niger, c'est le 3e fleuve d'Afrique, après le Nil et le Congo. Donc un bassin qui est sous-équipé en barrages hydroélectriques, sous-équipé en canaux, sous-équipé en irrigation pour l'agriculture, malgré toutes les études qui ont été faites depuis tant d'années, comme je le disais, depuis 1932. Donc le bassin du Niger, au sens large du terme, dans lequel s'inscrit le projet Fagibine, est divisé en 5 zones que je vais vous mentionner. Le Niger supérieur, donc, qui va du pied des monts Tingui à la frontière entre la République de Guinée-Conakry et la Sierra Leone, jusqu'aux villes de Ségou et Dona au nord-est de Bamako. Ensuite, le delta intérieur du Niger, allant de Ségou et Dona jusqu'à Tombouctou dans le nord-est, en passant par Mopti. Cette zone comprend tout le système Fagibine qui nous intéresse aujourd'hui, vaste plaine, inondée de près d'un maximum de 40 000 km², mais où le débit est fortement réduit et les pertes par évaporation qui sont estimées entre 25 et 50%, d'où le problème pour l'aménagement et la revitalisation des lacs dans la région Fagibine. Ensuite, on a le Niger moyen, 3e zone, qui va de Tombouctou au Mopti jusqu'au nord du Nigeria en passant par Gao, Tillabéri, Niamey et en longeant la frontière avec le Bénin. Enfin, le Niger inférieur, allant du nord du Nigeria jusqu'au delta du Niger et passant par Lokoja, port fluvial du Nigeria, donc au sud d'Abuja, qui est la capitale. Ensuite, tout le monde le sait, le delta du Niger se jette dans l'Atlantique
par le golfe de Guinée. Donc voilà le contexte dans lequel se situe notre projet qui nous intéresse aujourd'hui, cet ensemble, ce bassin hydrologique. Donc il faut savoir que l'autorité du bassin du Niger regroupe tous les pays que j'ai mentionnés. Donc il y en a 9, je crois: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger et Nigeria, qui sont tous concernés directement ou indirectement par l'aménagement de ce bassin. Donc il y a quelques infrastructures dans la région, je vais en citer simplement 2, mais elles sont largement insuffisantes. Un, c'est le barrage de Sélingué, qui a été construit en 1980 et qui se situe à 140 km au sud de Bamako, près de la frontière guinéenne, et qui constitue une des principales sources de l'énergie du Mali, de toute façon, avec une retenue d'eau très importante, qui a permis de redévelopper, disons, les capacités halieutiques de la région et permettre un peu plus de pêche et donc de production, qui alimente bien sûr le grand marché de Bamako. Donc ça, c'est un des premières infrastructures, le barrage de Sélingué. Et le deuxième, c'est le barrage hydraulique de Markala, donc au nord de Ségou, 816 mètres, et inauguré, attention, accrochez-vous bien, en 1947. Donc voilà, malheureusement, ces infrastructures sont bien insuffisantes, et aujourd'hui, comme on peut le voir sur place, beaucoup de gens sont réduits à utiliser des motopompes, par exemple, voilà, pour extraire de l'eau et pouvoir irriguer des parcelles rikiki pour permettre d'exploiter un petit peu et faire un peu de maraîchage. Donc c'est bien entendu totalement insuffisant pour nourrir ne serait-ce que la population locale et encore moins faire du Mali le grenier alimentaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'on sait que ces terres sont extrêmement fertiles. On peut produire du riz, du sorgho, du maïs, de la patate douce, de l'arachide, bien d'autres cultures vivrières. Et dans un rapport que je vous conseille d'ailleurs, un rapport qui a été écrit en 2009 par Florence Brondeau, donc de l'Institut de géographie sur l'Office du Niger, que je mettrai en lien dans la description, qui s'appelle « Un grenier pour l'Afrique de l'Ouest », donc que j'ai ici. Elle disait qu'au terme de nombreuses vicissitudes, je la cite, une révolution verte était en cours dans la zone irriguée de l'Office du Niger pour aménager 88 000 hectares de terre pour en faire le grenier à riz de la région. Et à l'époque, avait permis une certaine augmentation, il est vrai, mais sur des surfaces très petites, 88 000 hectares, qui permettrait d'améliorer la production agricole, mais qui était largement insuffisant, puisque le projet tel qu'il avait été conçu à l'origine était pour irriguer 1 million d'hectares. Donc pas 88 000, mais 1 million d'hectares. Et là, atteindre cet objectif pour faire du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est possible. Tout le monde sait que ce projet est possible. C'est à notre portée, mais évidemment les orientations politiques actuelles et les orientations économiques, bien entendu, ne vont jamais permettre d'y arriver dans la situation actuelle. Donc Mathieu Pigasse, président du groupe Lazare, par exemple, pour ne citer que lui, qui souvent nous dit que l'Afrique est l'Eldorado du XXIe siècle, avec des taux de croissance très importants, 4-5%, voilà, va permettre de faire ces projets. Or, ce n'est pas la réalité, puisque ces chiffres de la croissance africaine dont on parle sont plus que trafiqués. C'est principalement les pays producteurs de pétrole, des matières premières très importantes comme l'or ou le coltan ou la bauxite, qui sont des activités d'extraction de matières premières extrêmement productives, mais évidemment pour les multinationales qui les exploitent, et la richesse ne revient jamais, ou quasiment jamais, en tout cas dans le cadre actuel, aux populations et permettent un développement encore plus grand. Donc ça c'est un des premiers points, sans parler des terres qui sont utilisées pour les agrocarburants par les grandes multinationales internationales. Donc l'agrocarburant, l'agro-business, on utilise des terres non pour nourrir les gens mais pour fabriquer du bioéthanol. Donc il y a vraiment un scandale écologique en plus, inutile et inhumain. Donc on n'est pas encore dans la bonne dynamique, on va dire. Et enfin, pour citer un autre problème, l'accaparement des terres dans ces régions, puisque un rapport de l'ONU dit que l'accaparement des terres représente aujourd'hui dans la région 3 fois l'Allemagne, dans toute l'Afrique de l'Ouest, 3 fois la superficie de l'Allemagne.
Donc 40% des forêts du Nigeria sont dirigées par des sociétés privées. AXA, la société d'assurance française, a investi 1,2 milliard justement dans les sociétés minières et autres, etc. Sans parler du groupe Louis Dreyfus, Bolloré et compagnie. Donc, c'est pourquoi il faut virer ces marchands du temple de la région et permettre ce développement du système fagibide. Le Mali, tout particulièrement, est un pays riche d'abord d'une population, 16 millions d'habitants environ, une diaspora très mobilisée, riche en matières premières. L'or, dont il est le 3e exportateur africain, il y a l'uranium de Faléa, le pétrole de Taouk-Douéni, riche en bétail également, en cheptel, 3e source d'exportation après l'or et le coton, 9 millions de bovins, 32 millions d'ovins caprins, et pourtant, malgré tout cela, seuls 24% de la population est lettrée et 80% vit en milieu rural et l'espérance de vie ne dépasse actuellement pas les 60 ans. Donc pour que le Mali devienne une nation stable, unie et pacifiée, les conditions de la région du Nord, Tombouctou, Gao, Kidal, qui s'étend jusqu'au port du Sahara, doivent être radicalement améliorées et c'est bien tout l'objet du projet du développement du lac Fagibine. Ces 3 provinces représentent 800 000 km², soit 2/3 du pays. Donc 2/3 du pays, voilà, c'est ça. Et plus d'1 million de gens vivent dans cette région, c'est-à-dire 10% de la population totale, qui est de 16 millions. Donc voilà, le potentiel, il est là. Il est énorme. Et si on revient justement au projet de développement de la région des lacs Fagibine, il faut savoir que dans cette étude qui avait été faite par l'Office du Niger en 1932, on parlait d'irriguer déjà à l'époque 960 000 hectares. Donc contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, 80 000, 100 000 peut-être maintenant, ce qui est très très peu. Donc 960 000 hectares irrigués pour la production de riz et de production alimentaire. Malheureusement, on le sait, ça n'a pas été fait, l'instabilité politique qui est en train de se résorber, et évidemment, avec la possibilité, en fait, aujourd'hui, d'avoir, après s'être libéré, en fait, des conditions du développement du terrorisme dans la région par la destruction de la Libye par le monde occidental, et l'OTAN et la France en particulier, qui a créé les conditions d'un terrorisme qui s'est répandu dans toute la région. Aujourd'hui, ces pays, pour ne citer que le Mali bien sûr, mais le Burkina Faso, la Guinée, tous ces pays sont petit à petit en train de retrouver leur souveraineté et s'orienter justement vers ce type de politique de développement. Donc, c'est un petit peu le projet de ce projet Fagibi. Si on regarde un petit peu ce qui avait été fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est vrai que le président de la Libye, M. Kadhafi, avait décidé de prendre ce projet à bras-le-corps. Et oui, avait décidé justement de lancer avec le Mali, conjointement avec le Mali, avait proposé de lancer conjointement avec le Mali, si vous voulez, l'irrigation justement de ce 1 million d'hectares de terre pour faire de la région le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'était un projet qui s'appelait Malibia, j'en avais parlé rapidement, mentionné en tout cas dans une précédente émission. Et ce projet Malibia, c'était justement la Kadhafi qui avait proposé à la Libye de l'époque, donc de créer une société mixte, Malibia, agriculture, et chargée de mettre en œuvre justement d'abord 100 000 pour atteindre ensuite les 900 000, donc aménagement et irrigation pour la culture vivrière. Donc les projets avaient bien commencé, avaient débuté, on parlait de construire des routes qui longeaient les canaux, mettre en place les infrastructures nécessaires, préparer et former les personnes qui vivaient sur place pour s'orienter vers des cultures plus importantes, et avait même signé un partenariat avec la société chinoise China Geoengineering Corporation, donc qui était en charge également, qui avait proposé son aide pour développer ce programme. Donc il y avait évidemment de nombreux programmes que je vais citer ici, l'ouverture du 3e livre du Fala de Molodo, du Fala de Boki-Wéré pour 200 000 hectares dans cette région, dans le Mema Farimake, pardon.
et approvisionner en eau des systèmes hydrauliques de Massina, du Kareri et de Kokéré. Donc les perspectives envisagées étaient évidemment d'arriver à l'autosuffisance alimentaire le plus rapidement possible et d'atteindre très rapidement, en quelques années, 360 000 hectares d'irrigation dans la région, dans les différentes régions. Donc on voit que de 88 000, déjà on allait passer vers 360 000 et qu'ensuite la dynamique créait les conditions pour aller vers beaucoup plus. Mais, bien entendu, nous connaissons la suite de l'histoire. Kadhafi, comme je l'ai dit, a été assassiné. La Libye s'est transformée en zone de conflit et de chaos. Et ensuite, c'est tout le Sahel qui a subi les répercussions de cet assassinat. D'où la vidéo que nous avions fait en 2013 déjà, pour montrer que la seule porte de sortie était justement le développement des lacs Fagibine et de ce grand projet national, projet d'irrigation pour l'autosuffisance alimentaire et devenir un pôle régional de production agricole pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et donc tout ça n'a pas été fait. Tout ça n'a pas été fait. Donc évidemment, ce projet Malibia, en plus de vouloir irriguer 1 million d'hectares, avait proposé la création d'un pôle d'élevage intensif, 960 000 bovins, soutenu par une production de maïs irrigué, la culture de la tomate. C'est très drôle pour ceux qui connaissent l'histoire du Mali, parce que Modibo Keïta, quand il a repris le contrôle de sa monnaie avec sa banque nationale, avait justement lancé toute une dynamique de création d'industrie, et en particulier des conserveries de tomates. Donc on revenait, si vous voulez, à ce panafricanisme, à ce développement, à cette souveraineté économique. Et donc c'est tout ça qui a été arrêté, évidemment, par le néo-impérialisme occidental. Donc voilà, un petit peu pour parler rapidement de ce projet. C'est un projet qui est très important, qui pourra permettre justement de voir le Mali avec les yeux du futur, comme on le dit dans cette émission, et surtout de sortir de ce terrible bourbier qui a été inauguré à partir de 2010-2011 et dont aujourd'hui le Mali en subit les conséquences, même s'il faut le reconnaître, le nouveau gouvernement, enfin le Conseil national de transition sous la direction de Assimi Goïta, fait déjà un travail extraordinaire pour recouvrer la souveraineté territoriale dans le combat contre les djihadistes, et se prépare à également aller vers le recouvrement de sa souveraineté monétaire. Donc ça, c'est très important. Moi-même, j'ai eu la chance donc d'être invité au Mali en 2021. J'ai pu visiter différentes régions. Et c'est vrai que quand vous marchez sur le train, les rails, les anciennes rails qui étaient à l'époque de Modibo Keïta actives, et qu'aujourd'hui les rails ne fonctionnent plus, il n'y a plus de train. Et sur les rails, vous avez des tas d'immondices, c'est devenu des décharges publiques, où j'ai vu des enfants jouer autour de ça dans des conditions absolument horribles. Donc ça fait très mal au cœur. Et donc c'est pour ça qu'il faut un grand dessein, il faut un grand projet, et pour que le Mali, justement, sorte de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et je pense que c'est en tout cas la volonté de la transition actuelle, d'aller vers ce type de projet, et je ne peux que les encourager. Enfin, pour terminer, je voudrais passer un petit message donc à mes amis maliens, que je sais en France on accuse d'être anti-français, anti-France, voilà, etc. etc. Et moi, pour les connaître, je sais que ce n'est pas le cas. Il y a bien sûr partout des extrémistes, ça il ne faut pas le cacher. Mais je pense que la plupart des dirigeants actuels au Mali sont dans la tradition de Modibo Keïta. Et qu'est-ce que ça veut dire, la tradition de Modibo Keïta ? Eh bien, tout simplement, on va finir cette émission en lui donnant la parole et voir ce qu'il disait à l'époque, au moment où justement il est sorti du colonialisme. Donc je vais finir cette émission par une citation de Modibo Keïta, donc discours du Nouvel An 1961. Je cite, « Je ne voudrais pas terminer sans lancer avec vous, à tous les peuples frères d'Afrique et du monde, un message de fraternité et de paix. Quels que puissent être les différends qui nous ont opposés, qui nous opposent, nous ne confondrons jamais les peuples, quels qu'ils soient,
avec les gouvernements qui les dirigent et parfois même contre leur gré. Donc ça, c'était une première citation qui s'applique d'ailleurs très bien à la France d'aujourd'hui. Et une autre, très intéressante, qui montre la vraie tradition de Modibo Keïta actuelle, c'est le discours d'anniversaire de l'indépendance, donc le 22 septembre 1961. Et il dit ceci, je cite, « Le Mali demeurera cependant fidèle à sa politique de coopération avec tous les pays sans exception, c'est-à-dire même avec la France. Nous ne faisons pas de l'anti-France. Nous n'existons pas en fonction de qui que ce soit. Nous nous refusons à ce sentimentalisme exagéré qui, en la circonstance, n'est que puérilité indigne du peuple mûr et fort qui est le nôtre. Aujourd'hui que la France a évacué ses bases militaires, installées chez nous, que notre indépendance a trouvé son couronnement, nous sommes prêts, en peuple souverain, à poursuivre la normalisation de nos rapports avec la République française, et cela dans tous les domaines. » Fin de citation. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube, bien sûr, Sébastien Périmoni. Et vous pouvez également aller visiter mon site www.afriquedufutur.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Et d'ici là, amusez-vous bien.